pour laquelle? Vous connaissez ou c'est le... Vous avez Ça fait via Internet. Allez, merci. Je peux vous dire très longtemps, parce que moi je suis arrivée dans ce quartier-là, j'avais 10-11 ans. Mais non, rien ne m'embête. Allons-y. Alors, Ginette, épouse Kolinka. Alors, si vous voulez mon âge, j'ose pas le dire parce que je suis un cœur à prendre, mais je vais le dire quand même. J'ai 93 ans. Je suis la petite dernière d'une famille nombreuse. Nous étions 6 filles et mon père voulait absolument un garçon. Alors le 7e est arrivé, donc 7 ans après moi, un petit garçon, Gilbert. Quand la guerre a déclaré, ben, on était là, à Montfermeil, à côté de Coubron. J'avais quand même 14-15 ans, je crois, oui. Donc je n'ai pas tellement réalisé ce que ça voulait dire. Hein. On est rentré à la maison et sitôt mon père nous a envoyés en province parce que il pensait que Paris serait bombardé, donc il nous a tout de suite envoyés en province. On s'est retrouvés à Tulle, à côté de Tulle, en Corrèze. C'était la campagne, comme les gens vivaient à la campagne à l'époque. Et on devait aller à l'école, enfin au collège si vous voulez, à Tulle. Mais c'était à 5 kilomètres à pied qu'il fallait le faire. On emmenait nos casse-croûtes et on cassait la croûte dehors sur un banc. Et puis quand il a commencé à faire froid, ben, on n'osait pas rentrer dans un café. Et ben, du coup, on a arrêté les cours. Donc j'ai arrêté les cours comme ça et j'ai appris la sténodactylo. En 1942, la guerre est perdue, tous les juifs doivent se faire recenser et mon père, qui est très fier d'être français, d'être né à Paris, d'avoir fait la guerre de 14, d'avoir 7 enfants nés à Paris, il pense absolument pas qu'il puisse y avoir quelque chose. Donc on a été se faire recenser, on sort de ces bureaux avec un tampon juif sur nos cartes d'identité, on nous oblige à mettre l'étoile qui montrera à tout le monde qu'on est juif. Ça ne m'a jamais gêné. Ah bon, vous voulez que... Eh ben, chez nous, on était juifs parce qu'on est né juif, mais par le fait, on n'était pas du tout pratiquant. Mais par contre, la seule chose qui m'embêtait, moi, égoïstement, c'était de ne pas pouvoir faire ce que j'aimais. Moi, j'aimais le sport, la piscine, le stade, et bien ça, c'est fini. Les juifs n'ont plus le droit de pratiquer le sport. Mon père ne peut plus tenir son atelier, mes sœurs qui faisaient les marchés ne peuvent plus le faire, mes sœurs qui travaillaient comme dactylo secrétaire dans une maison non juive, et ben le patron n'en veut plus. Je ne réalisais pas la gravité des choses et presque, j'étais contente. On n'était jamais ensemble. Et bien là, on l'était. Et moi, j'ai trouvé que c'était agréable. En 44, mars 44, il est l'heure du repas. Quand on était toutes les deux avec ma sœur, une fois c'était moi qui partais la première et le lendemain c'était ma sœur. Là, on est 3, une cousine est venue nous rendre visite. On décide de tirer au sort pour voir qui partira la première et ça tombe sur moi. Comme il fait très beau, ben je décide, moi je ne vais pas déjeuner, je vais vivre sur mes réserves et puis c'est vous qui allez partir. Elles reviennent au bout de 3/4 d'heure en me vantant les qualités du repas. Et ben du coup, Ginette, qui est gourmande, tant pis, elle fera son régime demain et je vais déjeuner. Je rentre à la maison tranquillement. De dos, il y a 3 messieurs. Alors, un en civil. Je ne me rappelle même pas de son visage. Qui était-il? Je n'en sais rien. Par contre, les 2 qui sont à côté, c'est même pas la peine que je demande qui c'est. Tout le monde connaît l'uniforme de la Gestapo. Ils ont emmené papa, mon frère, mon neveu dans la cuisine. Ils les ont fait déculottés. Ils étaient circoncis. Ça veut dire que ce monsieur qui nous avait dénoncés avait raison. On est emmené en prison à Avignon. Fin mars, on est prévenu. Ça y est, maintenant, vous partez pour Paris. Mais ça, on le savait. Quand on était arrêté en France, eh bien, on passait par Drancy.
Donc, ce n'est pas une surprise, c'est maintenant, le 12 avril au soir, on nous prévient, ça y est, demain matin, c'est le départ. On est aux mains de l'armée allemande. Alors là, ça a changé. Hein. Là, ce sont les coups qui arrivent. Devant nous, il y a un train. Les portes sont ouvertes. C'est des wagons vides, des wagons de marchandises. Ce train, c'est pour nous. On est dans le wagon maintenant. Comme il faut faire vite, personne ne s'est installé. On est tous debout. On est parti le 13 et on est arrivé le 16 avril à l'aube dans le camp. Dès que les portes ont été ouvertes, ça a été agréable. Vous pensez bien que dans ces wagons, ça sentait mauvais. Des gens qui ne se lavent pas, qui sont... Il n'y a pas d'air. Donc, vous pensez bien que c'était vraiment... C'est pour ça que ça nous a semblé tellement agréable, malgré que l'air qui entrait était très très froid. Moi, je suis prête à descendre quand j'entends sur le quai des ordres qui sont hurlés par les officiers qui sont là. Les personnes qui sont fatiguées, les personnes qui sont malades, il y a à leur disposition des camions. Moi, j'entends ça. Papa, Gilbert, montez sur le camion. Ils m'ont écouté. J'ai même pas eu le temps de leur dire au revoir. J'avais même pas à peine fini ma phrase que déjà, ils étaient partis pour monter sur les camions. Pas grave. Je ferai un petit bisou au retour. Parce que sans arrêt, les officiers répétaient pareil. N'ayez pas peur, vous allez vous retrouver dans le camp. Et maintenant, nous, on est partis à pied, et je peux vous garantir, j'étais contente que papa et Gilbert ne marchent pas à pied. C'était très dur. On est dans le camp, à proximité, je vois de la fumée. Ah, eh ben voilà, là mon usine. Je ne sais pas ce qu'ils font parce qu'il y a une drôle d'odeur. Mais on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de se poser des questions. On nous emmène dans un bâtiment, une baraque si vous voulez, mais pas en bois. Et vous avez parallèle au mur, à un des murs, des tables où les femmes sont 2 par 2 derrière ces tables. On nous fait déshabiller jusqu'à la nudité totale. Je suis pudique, très 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 pudique. Et ça a été terrible pour moi de me retrouver nue devant des femmes que je ne connaissais pas. C'est mon tour, il y en a une qui a un registre devant elle. J'ai toujours, n'oubliez pas, les mains cachées, les mains qui cachent mon sexe, les mains qui cachent mes seins. Eh bien, celle qui est à côté, brutalement, attrape mon bras et me met sur mon bras un beau numéro. Je dis un beau numéro, moi, parce que c'est vrai, vous pouvez le regarder, mon numéro. Il y en a certains qui sont comme moi, mais la plupart ne sont pas aussi bien écrits. Regardez celle qui m'a tatoué. Tous les chiffres sont de la même couleur, de la même grandeur, du même écartement. Elle était douée. Vraiment, j'ai de la chance, parce que, vous savez, j'ai des camarades qui n'ont pas du tout un beau numéro comme ça. Hein. Donc, je suis numérotée. Qu'est-ce que je pense de ce numéro? Ben, rien du tout. J'ai honte, je suis nue. Pour moi, il n'y a que ça qui est important. À tour de rôle, on va s'asseoir. À tour de rôle, ils vont nous enlever les poils du sexe. Vous vous rendez compte, vous voyez le tableau, vous êtes pudique, vous êtes nu, vous êtes malade de vous trouver nu, on vous a tatoué et maintenant, vous avez une bonne femme qui est en train de vous enlever les poils du sexe, les poils sur les bras et les cheveux. On n'est plus des êtres humains quand on vit là-dedans. Elles sont presque contentes de nous montrer la cheminée et les fumées. Ben oui, mais moi je sais, je l'ai vu tout à l'heure, c'est mon usine. Non, on apprend que toutes les personnes qui étaient sur les camions n'ont même pas mis un pied. Elles ont été emmenées dans des salles, elles ont été gazées, et cette odeur, cette fumée que l'on voit, eh bien, c'est le corps de ceux, justement, qui ont été assassinés. Vous savez, les premiers qui ont entendu ça ne l'ont pas cru. Mais nous non plus. Nous qui étions là-bas, on ne l'a pas cru.
Comment peut-on? Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle nous raconte? Les gens, il y en a quelques-unes qui étaient malades, qui ont voulu monter sur les camions volontairement. Mais moi, mon père, il n'était pas malade. C'est moi qui leur ai dit de monter parce que comme ça, ils seraient moins fatigués en arrivant dans le camp. Mais ils n'étaient pas malades. Et tous ceux qui voulaient marcher, qu'on a obligés de monter sur les camions, soi-disant parce qu'ils n'y arrivaient pas assez vite, parce qu'ils seraient trop fatigués. Alors, mais c'est pas vrai. On ne les a pas crus. Chaque fois que je parle de ça, j'en suis malade. Malade de colère. Comment des hommes ont pu mais c'est préparé à l'avance. C'est ça qui est terrible. Tout a été préparé. Ils avaient tout préparé à l'avance pour nous tuer ou pour nous humilier. On découvre une baraque, des trous. Eh bien, les femmes sont là, assises, côte à côte, dos à dos, en train de faire leurs besoins. On n'y va pas quand on en a envie, on y va quand on vous y emmène, c'est toujours trop tard. Les gens sont à peine assis qu'ils ont déjà commencé, alors il y en a par terre, et quand vous êtes assis, vous avez de la chance, vous avez un trou, mais celle qui était derrière vous n'en a pas, elle vous retire, vous n'avez pas fini, elle a déjà commencé. C'est dégoûtant, le socle est couvert d'urine et d'excréments, faut pas être délicate, et il faut vous imaginer la saleté et l'odeur dans un endroit pareil. C'est là que passaient les nouvelles. Alors ils appelaient ça radio chiotte. C'est là qu'on savait qu'un convoi est arrivé la nuit ou de tel endroit. Et puis c'est là qu'on apprenait que les Alliés sont pas trop loin. Les Allemands perdent la guerre. Vous voyez, c'était radio chiotte. Et on était content de se retrouver 2 minutes assises parce que c'était le seul endroit aussi où on pouvait s'asseoir. N'oubliez pas qu'on vient d'arriver, hein. Ça fait pas 8 jours qu'on est là. Ça fait même pas une journée. C'est quelques heures et vous avez été transformé de quelqu'un d'humain en plus rien. On est 6 par niche. Ces niches, on les appelle des koyas. Et on va se coucher. Mais vous êtes collés avec des femmes, des jeunes filles, vous avez leurs pieds sous votre bouche, vous êtes collés à elles, on est sale, on le sait. Alors, vous savez, vraiment, c'est pas agréable. Et moi, je pensais que j'allais pas pouvoir dormir tellement j'étais dégoûtée. Eh ben non. Moi, je me suis endormie tout de suite. Et quand on nous a réveillés le matin, à coups de bâton, eh bien, je croyais que j'avais pas dormi. Je suis arrivée au mois d'avril, convoi 71. Le 16 avril, je suis arrivée à Birkenau et j'ai quitté Birkenau parce que j'ai eu de la chance en novembre 1944. À Bergen-Belsen, la vie a changé. Je suis devenue un être humain. J'écoutais les gens parler, je parlais pas moi non, mais j'écoutais les gens parler, et puis comme on était là encore pour très serrés les unes contre les autres pour dormir, eh bien j'ai fait connaissance avec un groupe de femmes plus âgées que moi, mais que j'ai continué à voir au retour, parce que comme moi, elles ont eu la chance de survivre. En février 1945, on apprend que des contremaîtres d'une usine vont venir choisir de la main-d'œuvre parmi nous. On a été bonnes pour le travail, travailler dans une usine à Ragun, alors en train toujours, hein. Là, c'était des baraques qui étaient partagées en petites chambrées. C'était fini la promiscuité. C'était fini d'être collés les unes après les autres, d'être toujours ensemble. C'était fini, ça. Il y avait un poêle à l'extérieur de la pièce, une grosse cuvette ronde avec des tuyaux qui laissaient sortir l'eau. C'était formidable. On allait pouvoir se laver sans se laver au milieu de milliers de personnes. Et on est resté alors jusqu'en avril 1945. On croyait repartir au travail. Eh bien non, les deux équipes jour et nuit sont bloquées et c'est le départ pour une autre destination parce que les Alliés arrivaient. On était toujours beaucoup. Tous les jours,
Au bout de quelques jours, naturellement, c'était des morts tout le temps. Ils nous ont jamais nourris, ils nous ont jamais donné à boire. Un jour, ils se sont arrêtés, on pensait que c'était la fin. Non, c'était une petite halte de campagne. On a réussi à sortir du wagon, et je ne sais même pas comment, et pas tout le monde. Et on a mangé l'herbe qui était par terre. Et puis le train est reparti. Et combien de temps après, je n'en sais rien. Là, ça y est, c'est l'arrêt total. Comment qu'on a rejoint le camp, je ne me rappelle pas non plus, mais ce que je me rappelle, c'est de l'accueil. Les gens sont là, on arrive, mais personne ne nous frappe, personne ne nous injurie. Et là, les gens nous regardent, même des regards larmoyants, et on apprend que le camp, c'est le camp de Theresienstadt, et qu'il venait d'être libéré par les Russes. Donc, les personnes qui nous accueillaient, ce n'étaient pas les nazis. Et là, il y a 2 femmes qui m'ont pris par le bras, qui m'ont aidé, et j'ai fait dans un endroit où non seulement il y a des lits, mais il y a des draps aussi. Moi, j'étais à l'hôpital. Je ne me rendais pas compte que j'étais malade, je savais que j'étais très, très, très fatiguée, mais bon, quand je suis arrivée, certainement j'ai eu affaire à des médecins qui ont décrété que j'avais le typhus. On m'a plongé dans un fond de baignoire, on me rase, on m'enlève les cheveux alors qu'ils avaient repoussé, on m'enlève les poils du sexe avant qu'ils avaient repoussé, et je me retrouve dans un lit, je ne sais pas comment. Il y a un camion qui nous emmène à l'aéroport de Tilsen, on atterrit à Lyon, maintenant on me dit « prévenez votre famille ». Ils ont été déportés. Est-ce qu'ils sont revenus? Est-ce qu'ils ne sont pas revenus? Je veux être soignée à l'hôpital et j'attends dans la cour de ce centre d'accueil qu'on me désigne l'hôpital qui va pouvoir m'accepter pour finir de me soigner. Une dame s'approche de moi, elle s'arrête devant moi et elle me dit « Mais t'es une fille Charkaski, toi ?» Et oui, je me rappelais encore de mon nom. Seulement, moi, cette femme-là, je ne sais pas qui elle était. J'aurais aimé le savoir pour qu'elle me dise mes réactions quand elle m'a dit que... Parce que moi, j'ai l'impression que je n'ai pas eu de réaction du tout. J'ai pris ça comme ça, sans joie, sans pleurs, et simplement que j'ai dit, bah, du coup, je ne pars plus à l'hôpital, je veux rentrer chez moi. Il fallait passer par un grand centre d'accueil qui s'appelait l'hôtel Lutetia. Et une fois que j'ai eu fini de répondre à toutes leurs questions, moi j'ai pas cherché, j'ai pas demandé mon reste, j'ai pris l'autobus qui m'amenait chez moi dans mon quartier et je me suis retrouvée dans l'immeuble. La première personne que je rencontre, c'est la concierge. Elle me regarde. « Ah, Gilbert !» Ben, Gilbert aurait eu 13 ans et demi. Moi, j'avais 7 ans de plus que lui, mais elle m'a pris pour mon petit frère. J'avais pas de cheveux, j'étais très, 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 très maigre. Et quand j'ai dit « je suis Ginette », alors elle me dit ben, « ta mère t'attend ». Donc je vais à l'appartement, c'est ma mère qui m'ouvre, et je ne sais pas du tout sa réaction quand elle m'a vue. Est-ce qu'elle a pleuré? En tous les cas, on est dans les bras l'une de l'autre et maintenant elle va m'emmener sur le canapé parce que je ne tiens pas debout et elle me dit demain on va me donner des nouvelles de papa et de Gilbert. J'ai sursauté comme un diable qui sort de sa boîte. Des nouvelles? Tu n'en auras jamais, maman, on ne peut pas t'en donner. Ils ont été gazés, on a brûlé leur corps. Pauvre femme. Je n'ai jamais eu de remords. Je lui ai annoncé, sans prendre de gants, la mort de son mari et de son fils. Jamais j'ai eu de remords, parce que pour moi, je lui avais rendu service. Mais ils ne peuvent pas donner des nouvelles de papa Gilbert. Ils ont été tués tout de suite. À cause de moi, c'est moi qui leur ai dit de monter sur les camions. Alors, bon, c'est vrai, ils l'ont vu en prison peut-être à Avignon, ils l'ont vu peut-être en prison à Drancy, ils les ont vus peut-être... Mais après, c'est fini.
Après Drancy, c'est fini. Ils ont été gazés. Et ma mère a encaissé le coup sans jamais se plaindre. C'est moi qui ai eu des remords quand 10 ans après, je m'étais mariée 9 ans après, et 10 ans après, j'ai un fils, et c'est là que les remords sont venus. Ma mère et mes sœurs ne m'ont jamais posé une question sur cette période-là. J'ai appris par mes nièces qu'elles ont regretté, elles auraient bien aimé, mais elles n'ont pas posé de questions et moi, je ne l'ai jamais parlé. Pour moi, quand j'ai eu la force de réfléchir un tout petit peu, j'étais encore en Tchécoslovaquie, que je savais que je ne parlerais pas de cette histoire, que je n'embêterais pas les gens autour de moi à leur raconter sans arrêt l'histoire de Birkenau, d'Auschwitz, de Bergen. Et j'ai tenu parole, j'en ai jamais parlé. Jamais. Mon mari ne m'a jamais entendu parler, il sait que j'avais été déportée. De temps en temps au cinéma, je voyais des bagnards qui cassaient des... Tiens, c'est mon boulot ça. Ou qui poussaient des wagonnets, tiens, ça c'est mon travail. C'est tout, ça s'arrêtait là. La réponse que j'avais donnée à des personnes tout à fait au début, quand je suis rentrée, des gens qui venaient voir, c'était des bêtes curieuses, on venait voir un déporté, et j'avais dit, si un jour j'ai un enfant, eh bien, s'il arrive quelque chose comme ça, de mes propres mains, je l'étranglerai pour pas qu'il connaisse ce que j'ai connu. J'espère, je souhaite que plus jamais des choses comme ça arrivent dans un pays. Plus jamais. Là, c'est pas une guerre, là, c'est une haine viscérale contre des gens, simplement parce qu'ils sont juifs. Attention, attention, voilà où mène la haine. Ben, j'en parle sans arrêt. La haine. Supprimons de notre vocabulaire ce mot-là, non seulement le vocabulaire, mais aussi l'idée de haine. Pourquoi haïr quelqu'un? La raison, même si c'est quelque chose, non, pas de haine. Parce que la haine, c'est même pas une raison valable, c'est un instinct et il faut savoir commander cet instinct. Vous savez, je vois dans certains établissements, vous avez des Noirs, vous avez des autres qui sont pakistanais, vous avez des Juifs, vous avez des... Ils sont mélangés et c'est très très bien d'ailleurs. Je leur demande, alors, parce que ta voisine n'est pas de la même couleur de peau que toi, alors tu lui fais la gueule? Alors tu lui parles pas? Alors tu l'as fui? Elle me regarde d'un air hébété. Ben, naturellement que non. Alors je pense que ces générations-là seront plus intelligentes que nous parce qu'on a, hélas, l'habitude de mettre tout le monde dans le même sac. De partout, il y a des gens qui valent rien, et partout, dans les mêmes pays, les mêmes religions, eh ben, vous en avez qui sont très très bien. Mais non, on dit les. Et ça, c'est terrible. Alors, vous allez quand même grignoter quelque chose.